sont en fait des étapes dans un parcours qui, ensemble, constituent un schéma narratif particulier que Campbell appelle le monomythe du héros. Parce que c'est ce schéma-là qu'on va retrouver dans toute les mythologies héroïques du monde. Alors ce schéma, il repose sur quelque chose qui est très simple: départ, initiation, retour. Donc, le héros part d'un point où effectivement il est un individu ordinaire, son destin lui est révélé. Il a une initiation par laquelle il va passer par différents obstacles, il va devoir vaincre des ennemis, des tentatrices, mais il y a aussi des gens qui vont l'aider. Et puis il y a le retour, c'est-à-dire, une fois que le héros a vécu tous les obstacles, il revient à son point de départ, et à ce moment-là, nous dit Campbell, il atteint l'accomplissement et la plénitude comme, dit-il, le maître des deux mondes, c'est-à-dire celui qui a réussi à transcender le monde du quotidien, le monde réel, le monde mythologique, le monde héroïque, et à réunir les deux, et à revenir un petit peu d'entre les mondes. C'est pour ça que la dimension, on va dire, de la résurrection, qu'elle soit au pied de la lettre ou qu'elle soit figurée, on va la retrouver très, très souvent dans les mythologies et dans les histoires héroïques. Alors ça, c'est un schéma qui est universel. Vous prenez Star Wars, on a exactement ça, ils l'ont repassé à la télé là, il n'y a pas longtemps. Le jeune Skywalker, c'est un petit paysan qui vit sur une planète isolée, voilà. Là-dessus, son destin lui est révélé de façon accidentelle, parce qu'il recueille un robot qui lui annonce qu'il doit libérer une princesse. Alors, la libération de la princesse, c'est évidemment un schéma qu'on a retrouvé dans plein de mythologies. Il a une arme magique, le sabre laser, il a un sage qui vient l'aider, c'est Obi-Wan Kenobi, et puis il va vaincre en plein exploit jusqu'à ce qu'à la fin il devienne maître des deux mondes, c'est-à-dire maître Jedi à son tour après avoir vaincu tous les obstacles possibles. Et ça, vous allez le retrouver, bien sûr, le Star Wars, c'est Excalibur, c'est le mythe d'Excalibur, c'est Arthur qui est une femme, qui trouve l'épée, etc. Bon, on va retrouver ce schéma-là dans quasiment toutes les mythologies. Donc, le héros, c'est d'abord ça, c'est un schéma narratif. La particularité du super-héros, c'est que s'il respecte ce schéma narratif-là, il en sort aussi. Et en fait, le genre super-héros peut être identifié justement parce qu'il a un genre narratif particulier, quoique inscrit dans ce schéma général défini par Campbell. Alors, là, je vais citer un autre auteur qui est intéressant parce que c'est un des premiers à s'être intéressé aux super-héros, c'est Umberto Eco. Et Umberto Eco a écrit en 1976 ou 1977, je ne sais plus, un essai qui en français a été traduit par le Superman, le Surhomme, et qui en France est sorti en 1994. Le titre original c'était celui-ci, écrit sous le nom d'Imas. Et alors, Umberto Eco, dans son essai, il ne s'intéresse pas aux super-héros uniquement, il s'intéresse à la culture populaire, aux héros romanesques, aux héros des romans policiers et aussi aux super-héros. Alors, du coup, Eco, on est dans la même idée, c'est-à-dire Umberto Eco est un sémiologue et donc il s'intéresse au schéma narratif de ces histoires de héros et il en distingue trois. Alors, il considère donc trois types de schémas narratifs différents et trois types de héros. Et c'est ce qui va nous permettre aussi à nouveau d'affiner un petit peu l'idée de ce que peut être un super-héros. D'abord, le héros mythologique. Alors, Umberto Eco nous dit le héros mythologique, il s'inscrit dans le passé. C'est-à-dire que ses exploits sont accomplis. Et donc, en fait, le récit des exploits du héros mythologique sont des histoires qui sont toujours répétées, comme ça, à l'infini, avec des petites variations, et qui ont comme seul objectif, finalement, la célébration d'une gloire passée. Et si vous regardez les récits mythologiques, c'est exactement ça. Vous avez plein de variations sur les histoires d'Ulysse ou les histoires de Thésée, y compris d'ailleurs si on prend les adaptations cinématographiques récentes, il y a un an ou deux, on a eu une adaptation du choc, le film Le Choc des Titans, donc je ne sais plus quel est le héros mythologique. Patrick, de l'aider.
Percé. C'est Percé, je crois. Donc, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a des variations à la sauce hollywoodienne, évidemment, mais finalement, on est toujours dans le récit passé du héros, et les grandes lignes sont celles du récit antique, hein, finalement. Donc, le héros mythologique, c'est un héros mort et célébré. Voilà. Le deuxième type de héros que distingue Umberto Eco, c'est le héros romanesque. Alors, par contre, le héros romanesque, pour Eco, c'est un héros du futur. C'est-à-dire qu'en fait, son destin se révèle au fur et à mesure qu'on tourne les pages du roman. Et en fait, c'est le lecteur qui vit en même temps que le héros et qui, en lisant, approche le héros de son destin. Le héros mythologique, avant d'écouter le récit, on le connaît. Tout le monde connaît les histoires d'Ulysse, tout le monde connaît les histoires d'Hercule, etc. Mais on a plaisir à les réécouter sous une autre variation. Le héros romanesque, justement, l'intérêt de découvrir un héros romanesque et de lire un roman, c'est justement de ne pas connaître la fin. C'est ça, c'est l'idée du suspense. Et c'est ce point narratif du suspense qui va faire toute la clé du cheminement narratif du héros romanesque. Comprennent la plupart des héros romanesques depuis le 19e siècle, puisque le genre est vraiment établi à partir du 19e siècle. Là, c'est le héros feuilletonesque, que ce soit D'Artagnan, comme je citais tout à l'heure, ou le Rodolphe des Mystères de Paris, dont je reviendrai sur lui d'ailleurs, parce que Rodolphe, c'est déjà un ancêtre aussi des super-héros, c'est une espèce de justicier. Et donc le troisième genre de héros pour Umberto Eco, c'est le super-héros. Et voilà, le héros mythologique, un héros du passé, le héros romanesque, un héros du futur. Pour Umberto Eco, le super-héros est un héros du présent. Alors, c'est là où Eco, bon, on peut le suivre ou pas, je ne fais que reprendre son idée principale. Il est un petit peu difficile à suivre en tout cas. Il considère, il s'intéresse essentiellement au mythe de Superman. Et il considère que Superman est un personnage totalement monolithique, totalement inaltérable, qui ne peut pas vieillir, qui ne peut pas mourir, et qui donc est condamné, en quelque sorte, à revivre en boucle toujours les mêmes aventures, dans une espèce de présent complètement figé. Et ça, Umberto Eco donne à ce type de narration un nom très particulier. Il appelle ça le modèle de non-consommation du héros. C'est-à-dire que le héros mythologique est consumé, le héros romanesque se consume en même temps que le lecteur le découvre, le super-héros, lui, ne se consume pas. C'est un modèle de non-consommation, il est permanent, il est inaltérable, il ne bouge pas. Donc voilà pourquoi les super-héros, par exemple, ont toujours la même apparence, ne vieillissent pas depuis qu'ils ont été créés, les plus anciennes, dans les années 30. Voilà pourquoi ils ne meurent pas. Voilà pourquoi les rebondissements sont toujours incessants. Et en fait, l'idée d'Umberto Eco, c'est que à la fin de chaque histoire, les compteurs sont un petit peu remis à zéro, jusqu'à la prochaine histoire où il y aura un nouvel ennemi, on repartira à nouveau sur ce même schéma narratif, initiation, aventure, retour, c'est-à-dire que le super-héros doit découvrir son nouvel ennemi, l'apprivoiser, puis le vaincre, et à chaque fois on revient un petit peu sur la même chose.